Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de la librairie Nilmé, le Cozy Podcast. La librairie Nilmé, c'est une librairie généraliste et indépendante située au 47 boulevard de la Liberté, à Rennes. Aujourd'hui, je suis avec Christine. Bonjour. Julie. Bonjour. Les deux gérantes de la librairie. Et Chloé. Salut. Chloé, tu es du coup prof doc, et c'est pour ça qu'on t'accueille aujourd'hui. Donc, comme je disais, Chloé, tu es prof documentaliste. Donc déjà, on va commencer un peu à parler de toi. Je te laisse te présenter un peu, parler de ton parcours. Déjà, si tu veux bien. D'accord. Bon. Où est-ce que je remonte? J'ai fait un bac L. C'est bien. C'est un bon endroit où Voilà. commencer le lycée, souvent, ça revient. J'ai été faire une prépa littéraire. Ça m'a pas énormément épanouie. Mais bon, je me suis dit qu'une prépa, c'était pas assez. Du coup, j'en ai fait une deuxième. Wow. Cette fois en ortho. Ok. En orthophonie, donc pour passer les concours pour entrer dans une école d'ortho. J'ai passé 16 concours et j'ai échoué aux 16. Faut savoir que c'est un des concours les plus durs du paramédical. Ok. Et ils sont tous différents en fonction des villes. Genre, c'est pas du tout, c'est pas une épreuve qui est commune. Ou... Donc voilà, ça fait beaucoup rire les élèves quand je leur en parle, mais ça dédramatise ça dédramatise aussi que l'échec, c'est pas... On peut le prendre et le faire devenir une force. Donc voilà, j'ai fini ma prépa ortho sans avoir de concours, et après je me suis dit qu'il fallait vraiment que je commence quelque chose que je termine. Du coup, j'ai mis les pieds à la fac, en sciences de l'éducation. J'ai fait 2 ans et j'ai adoré tout ce en termes de théorie, c'était du terreau où je pouvais grandir vraiment, et c'était trop chouette. Et au bout de 2 ans, j'ai eu vraiment envie de commencer à travailler, parce que ça faisait 4 ans que j'étais dans les études. Donc je suis partie en alternance dans un domaine que je connaissais pas du tout, qui est l'insertion professionnelle. Donc j'ai atterri à Coalia, et Coalia, c'est une association qui accompagne des jeunes migrants non accompagnés, justement, qui arrivent tout seuls sur le territoire français, soit pour échapper à un conflit. Généralement, ils n'ont plus leurs parents, ou alors leurs parents sont restés au pays, et du coup ils arrivent tout seuls, et nous on est là pour les accompagner à faire leurs papiers, à être scolarisés, parce que quand t'es mineur, voilà, il y a une obligation de scolarisation en France, en tout cas jusqu'à 16 ans. Et voilà, j'accompagnais tous ces jeunes-là, et ensuite, après cette licence professionnelle, j'ai eu 2 voies. Soit je continuais dans l'ingénierie pédagogique pour la formation adulte, soit je prenais... la voie du master MEF pour devenir prof, alors que quand j'ai mis les pieds en sciences de l'éducation, j'ai dit de toute façon, moi je deviendrai jamais prof, je déteste l'éducation nationale, c'est pas pour moi. Et en fait, donc on était une petite promo de 14, et tous m'ont dit, mais vas-y dans ce système que tu détestes, parce que t'as vraiment quelque chose à y apporter, et t'es très créative, donc vas-y. Et du coup je me suis dit... j'ai envie d'être prof doc, c'est pas venu tout de suite, c'est parce qu'en fait, pendant cette année d'études en alternance, j'ai pris du temps pour moi, et ça faisait 4 ans que ça m'était pas arrivé du coup dans mes études, et j'ai commencé à relire, et je me suis dit, mais j'adore ça en fait, et j'ai envie de le transmettre. Et professeur documentaliste, ça m'allait bien. Et la tante de mon conjoint est prof doc, et je l'ai rencontrée, et elle avait une bibliothèque dans son salon de ouf. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Je veux cette maison, je veux cette bibliothèque, et je veux être cette personne. Et donc, on est rentrés en voiture, et j'ai dit à Martin, mon conjoint, je veux faire exactement ce que fait ta tante, et du coup, je postule en master MEF. Il n'y avait pas trop de... Enfin, il y avait une petite sélection à l'entrée, je l'ai passé sur dossier, et voilà. Et j'ai mis 2 ans à avoir mon CAPES. J'ai trémé pour avoir mon CAPES. Je l'ai eu du premier coup. Félicitations. Voilà. Déjà. Et voilà. Et du coup, cette année, je me retrouve en année de titularisation. Donc, première année en tant que prof doc. Trop bien. C'est vrai que beau parcours, déjà. Merci. Impressionnant. Mais comme vous l'avez peut-être vu dans le premier épisode, on a tous eu des parcours un peu sinueux, donc on comprend ce côté de rebondir après... C'est cool. 16 échecs, tu veux dire? Je me serais pas permis de mettre un numéro. Mais c'est cool de trouver sa voie, en tout cas. Mais c'est vrai que
en tant que ignare que je suis, genre, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais en mode, mais prof doc, mais c'est quoi et tout, enfin, vraiment, j'avais aucune notion de ce que c'était, et j'ai vraiment cette image de, oui d'accord, tu es la dame du CDI, je suis désolé, mais j'avais vraiment cette image de tu es la dame du CDI, alors que au final, tu fais plus que ça. Donc globalement, c'est quoi ton taf? Genre, qu'est-ce qu'une professeure documentaliste? En fait, j'ai 3 casquettes. Ok. Donc la première, c'est professeur. Donc à l'étonnement général, je fais des cours. Je suis bien professeur. Je te coupe un instant, mais en fait, la majorité du temps, on ne sait pas que les profs doc ont le CAPES, enfin doivent Oui, passer le CAPES. Ouais. C'est un CAPES spécial en fait. Parce que souvent le CAPES est associé à une matière, non? Ouais, et du coup, mon CAPES, moi, il est associé à l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Ok. Et donc, en fait, c'est mon... En fait, oui, chaque prof a son expertise, moi, c'est la mienne. C'est-à-dire que mes cours doivent accompagner les élèves à comprendre le monde autour d'eux. Et notamment via tous les médias possibles et inimaginables. Et voilà, je dois développer l'esprit critique des élèves. Vraiment, dans ma circulaire de mission, c'est ce qui est écrit. Et je dois encourager leur curiosité, en fait, sur le monde. Et du coup, ça fait lien aussi avec tout le fond que j'ai à gérer, qui est ma deuxième mission. Donc ça, c'est la partie documentaliste. C'est, à mon sens, la moins fun, mais il y a des profs doc qui adorent cette partie-là. Donc je m'occupe en fait d'aménager un espace dans lequel les élèves sont censés être autonomes, peuvent se débrouiller tout seuls, et où ils trouvent à peu près toutes les réponses à leurs questions. Donc il faut vraiment être très attentive à ça. Donc voilà, ma deuxième mission, c'est la gestion d'un espace et d'un fonds documentaire. Et la troisième mission, que les gens connaissent un peu moins, mais qui est primordiale pour moi, c'est tout ce qui va être partenariat culturel. Donc en fait, c'est moi qui fais le lien avec tous les partenaires extérieurs. J'ai beaucoup de collègues qui viennent me demander je veux faire tel projet, comment je fais si je peux aussi amener des expositions, donc contacter des partenaires qui ont des expositions ou qui peuvent nous les prêter. Je vais faire le lien avec les autres établissements. Je vais faire la liaison au lycée, je vais faire la liaison lycée études supérieures. Je suis aussi dans tout ce qui est orientation. Donc il y a les psy-UN qui sont là et qui accompagnent les élèves, mais moi je dois apporter toute la documentation sur l'orientation, et toi tu veux faire quoi, et les tests de personnalité, et en gros je dois donner toutes ces clés-là aux élèves. Donc ça c'est ce qu'on appelle la mission ouverture culturelle. J'assure l'ouverture culturelle, pas que des élèves, mais de l'établissement. Donc ça veut dire que je dois aussi assurer l'ouverture culturelle de mes collègues. Donc je me suis retrouvée là, cette année à faire une newsletter tous les mois pour leur dire il y a ça à Rennes, il y a tels établissements, il y a telle librairie, il y a tels événements, où participera tel acteur et du coup ça peut être chouette pour vous, ou il y a tel concours, ça pourrait être bien d'amener les élèves à s'inscrire, voilà. C'est dingue parce que chaque casquette est un métier à lui tout seul. Ouais. Et on vous en met 3 quoi. Et en plus vous êtes dévalorisés. Un peu, ouais. Et ça fait tellement de veille informationnelle pour avoir toutes les infos. C'est impressionnant. Dit comme ça a l'air passionnant, alors que si vous écoutez ça, je suis désolé, mais parce que quand j'étais au CDI et que j'étais au collège, c'était pas comme ça. Est-ce que justement, toutes ces casquettes-là, c'est quelque chose d'assez récent, ou ça a toujours été comme ça, ton métier? Je sais pas si tu sais ou pas. Ce serait rentrer dans l'histoire du métier, mais en fait c'est un CAPES qui est assez récent, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est assez ancien, qui est dans les établissements scolaires un endroit où on retrouve des livres et qu'il y a une personne pour s'en occuper, mais du coup on était les documentalistes et on n'avait pas cette casquette de prof, et en fait ça a évolué au fil du temps, et le concours il date. Donc le concours du CAPES tel qu'on le connaît là, il date quand même du début des années 90. Ok. Mais il y a quelque chose aussi qui se joue pour les professeurs documentalistes qui n'existe pas dans les autres disciplines.
c'est qu'au poste de professeur documentaliste, on peut retrouver des anciens professeurs de discipline qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont plus en capacité d'assurer des cours devant une classe, de faire du face-à-face, et qui du coup se retrouvent à être professeur documentaliste. Okay. Parce que quand tu parlais tout à l'heure de donner des cours, du coup quand tu donnes des cours, c'est plus sous forme d'atelier, de choses comme ça, ou t'as des créneaux réguliers avec des élèves comme des profs genre d'histoire ou de maths et tout? Genre, est-ce que t'as une salle de classe, t'arrives avec tes petites affaires? Est-ce que t'es là sur ton petit tableau blanc à écrire ton blaze et tout? Non, ma salle de classe, c'est le CDI. Ok. Et là où est toute la difficulté de la reconnaissance du professeur que je suis, c'est que je n'ai pas d'heures attribuées. En gros, dans le programme de tous les élèves, il y a des cours de MI, en fait. Ils doivent avoir une éducation aux médias et à l'information. Comme il devrait y avoir une éducation à la sexualité, 3 séances par an. Bah, c'est pareil, c'est écrit pareil dans les programmes des élèves, il devrait y avoir des cours de MI, sauf qu'on n'a pas d'heures attribuées. Donc en fait, un de mes autres tafs, qui me prend énormément de temps, c'est de courir après mes collègues de discipline en leur disant « Est-ce que tu as une heure à me filer avec tes élèves ?» Alors souvent on fait de la co-animation, c'est-à-dire qu'on co-anime un cours tous les deux, parce que j'ai vu que dans son programme, il pouvait traiter du circuit de l'information. Bah, par exemple, en seconde pro, tous les élèves de seconde doivent passer par le circuit de l'information. Et du coup, bah ok, est-ce qu'on peut faire un cours sur ça? Et puis des fois c'est beaucoup plus subtil, c'est tiens, le 11 février, c'est la journée des femmes célèbres dans la science, enfin voilà, des femmes dans la science. Est-ce que ça vous dit pas, vous, professeur de maths sciences, qu'on fasse une petite recherche documentaire sur toutes les femmes qu'il y a en sciences? Et du coup, moi, ça me permet d'aborder la recherche documentaire avec les élèves, de savoir comment ils trouvent une information sur Internet, est-ce qu'ils la valident en citant leurs sources, est-ce qu'une source, c'est compliqué pour eux, voilà, le droit à l'image, etc. etc. Ouais, ça rend de fait ton taf plus compliqué et vachement plus... un peu sneaky que... Ouais, c'est ça. En fait, on va pas rentrer dans la politique, mais on voit bien qu'il y a un souci sur sur l'intitulé du poste et le moyen qu'on te... Enfin, les moyens qu'on te donne en surface. Tout à fait. Et en physique, quoi. C'est... Enfin, qu'il n'y ait pas d'heures attribuées, ça me semble improbable. Oui, alors que ça fait partie du parcours, quoi. Mais, et du Tout à fait. Mais, oui. Ok. Waouh, c'est hyper complet. C'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que bah, pour le coup, on n'a pas du tout conscience de tout ça. Donc, pour résumer très rapidement, parce que ça a peut-être éveillé chez des gens de l'intérêt et tout, est-ce que tu as des sites, des bonnes infos, des trucs que les gens peuvent consulter s'ils sont intéressés par le métier de professeur documentaliste ou pas? Est-ce que tu sais où ils peuvent chercher des infos? Bah, en fait, moi, la meilleure mine d'information, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de professeurs documentalistes passionnants. Okay. Je vais citer le CDI dans les nuages. C'est absolument passionnant, tout l'espace qu'elle met en place, son aménagement, les activités qu'elle mène avec les élèves, autour de la lecture notamment. Mais c'est vraiment si on veut se renseigner vraiment sur le quotidien de ce qu'est un professeur documentaliste, je pense qu'aller voir sur les réseaux sociaux, c'est pas mal. Ok. Plus que d'aller voir la petite fiche ONICEP. Ouais. C'est quoi le métier? Et du coup, j'en profite pour dire que Chloé est sur Instagram, si elle est d'accord pour que vous la suiviez. Parce que pour le coup, je suis aussi tes stories et on voit qu'il y a énormément de choses que tu fais tout le temps en fait. Donc franchement, il faut saluer le boulot que tu fais aussi. Parce que... Toutes tes préparations de cours, d'ateliers, tes réflexions, c'est super impressionnant. Ouais. Bah là, juste avant de venir, j'étais en train de faire un patron parce que ma dernière lubie, c'est de faire des portes marque-pages muraux que je puisse les accrocher parce que je suis en pleine réflexion d'un lieu bien-être au sein du CDI, sauf qu'il n'y a pas de lieu, donc je chipe là où je peux et voilà, et c'est aussi ah oui, une parenthèse. Bien sûr. En plus de toutes les casquettes, en fait, je peux m'en rajouter plein d'autres. Et en l'occurrence, je fais aussi partie de l'équipe phare
Et donc en fait, je suis dans l'équipe active de l'établissement pour lutter contre le harcèlement, justement en mettant en place des endroits où les élèves peuvent venir se ressourcer. Voilà, et du coup je suis en train de réfléchir à ce coin-là, et du coup, comme on n'a pas trop de moyens, je suis obligée de bricolette. Il y aurait des moyens dans l'éducation nationale. Vas-y, pas de politique. Voilà. Ok, super intéressant. Du coup, super intéressant. Très très intéressant. Mais du coup, ouais, en tant que prof doc, t'es amené du coup aussi à faire des commandes du coup à des entreprises, comme tu pouvais le dire, notamment à des librairies. Oui. De fait. Et déjà, vous, en tant que professeur documentaliste, qu'est-ce qui motive vos choix d'enseigne, mais pas du tout, mais de choix de livres. Ouais, oui, format. Et votre choix d'endroit où vous allez commander, et ce que vous ça. commandez, enfin ce genre de choses. Peut-être déjà le choix de livres, comment... Ouais. Ah non, ça tu veux le voir après peut-être. On peut voir ça maintenant, il n'y a pas de problème. Désolée. C'est pas grave, c'est écrit en dessous, mais regarde, Non, mais hop, je mets une petite flèche, il va avant le sujet. Il n'y a pas de souci. On est flexible. Ouais, comment tu sélectionnes... Bien sûr, comment toi et tes collègues, vous sélectionnez finalement les livres que vous voulez présenter dans votre CDI à vos élèves? On a en place un cahier de suggestions où les élèves peuvent écrire en fait ce qu'ils veulent avoir. La nouveauté que j'ai un peu apportée cette année, c'est que les élèves marquent leur prénom, leur nom, leur classe, le livre qu'ils veulent, et moi je me laisse de mettre un avis. Si c'est ok, je marque ok, et si je suis pas ok, je marque pourquoi je suis pas ok, et du coup je laisse place à la discussion. Et j'aime bien que les élèves ils puissent aussi argumenter et qu'ils aient la liberté d'expression d'argumenter leur choix. Enfin, pourquoi est-ce que tu veux absolument que je prenne un livre de dark romance? Et vraiment on peut en discuter. Et sinon je parle énormément avec mes élèves, énormément. J'ai beaucoup au bureau. Dès qu'ils prennent un livre, en fait, je leur demande leur avis et du coup, je m'intéresse. C'est pas facile avec un public de lycéens pro parce que c'est pas ceux qui lisent le plus. Enfin, c'est ceux qui se dévalorisent dans leur lecture parce que mes élèves lisent. Ils lisent même beaucoup, en fait. Par contre, effectivement, ils lisent pas des grosses pavasses de 800 pages. Mais ils lisent des mangas, ils lisent de la bande dessinée, ils lisent des essais, même s'ils sont tout petits et qui font 20 pages, je trouve ça déjà énorme. Et voilà, et en fait je discute énormément. Donc il y a le club manga que j'ai initié cette année, et en fait je suis la plus novice, je crois, dans ce club. Je suis celle qui connaît le moins. Mais je me laisse surprendre par en fait leur envie aussi de vouloir me faire découvrir des choses et leurs idées en fait. Et après, donc, j'ai toujours cette veille de ok, je vais aller voir est-ce que c'est possible en termes de thématique, est-ce que ça le fait. Et sinon aussi, on choisit avec ma collègue en fonction des lacunes de notre fond. Ok, ouais. Par exemple, là, on se dit en santé mentale, ça devient une thématique assez importante dans la société, pour les jeunes surtout. Et là, je me dis, j'ai pas beaucoup de choses. On a des choses, mais qui sont du documentaire. Et les élèves, ils prennent pas trop de documentaire. Ouais, et tu vois, là, je m'étais en train de me dire, est-ce qu'en manga, est-ce qu'en bande dessinée, il y aura des choses sur la santé mentale pour leur mettre entre les mains. Voilà. Oui, avoir quelque chose aussi de plus attrayant sur un sujet important, autre que du documentaire qui parfois est moins attirant. Un support qui leur fait moins peur aussi. Ouais, de fou. Ouais. Carrément. Ouais, trop bien. Oui, parce que forcément, quand on parle de commander des bouquins et tout, je suppose que tu as des budgets alloués, tu as des budgets à l'année pour ce genre de choses. Oui. C'est ça, ok. Là, donc il y a 1070 élèves environ. 1100, je pense. Et on a 5000 € de budget sur l'année. Et aussi, j'ai oublié de dire que ce qui guide mes choix, c'est les professionnels du livre. Ouais. Je vais beaucoup me reposer sur eux aussi
sur les recommandations. Souvent, ça m'arrive très beaucoup de venir ici en disant les élèves m'ont parlé de ça ou ils ont envie de ça. Est-ce que toi, tu as lu quelque chose qui ressemble Est-ce que tu me le conseilles Enfin, en vrai, je pense que c'est super important de s'entourer de personnes qui savent de quoi elles parlent quand on arrive à la limite de notre expertise. Et je trouve que c'est humble aussi de savoir où sont ses limites en tant que professionnel et de se reposer sur d'autres professionnels. Tu m'offres une transition toute trouvée. Justement, vous, du coup, Christine et Julie, gérantes d'une librairie, comment ça se passe, vous, de votre côté, quand des collectivités, que ce soit qu'on parle de bibliothèques, de CDI, d'écoles, etc., font appel à vous? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a des établissements qui nous envoient juste leur liste et nous, on passe la commande. Ouais. Et parce que c'est une petite commande ou parce que c'est quelque chose qui est très défini et leur budget est limité, donc en fait, elles envoient, on commande et puis voilà. Et puis, il y a des établissements et des moments dans l'année où le budget est un peu plus large. Et donc, il y a déjà cette liste qui est préétablie. Et ensuite, on peut prendre rendez-vous à la librairie et proposer des choses pour compléter le budget, pour compléter l'offre. Et donc là, après, c'est de la discussion, c'est de l'échange sur qu'est-ce qui manque effectivement au CDI. Qu'est-ce que la personne a envie de rajouter à son fonds parce qu'elle connaît ses élèves et qu'elle sait qu'il y a des thèmes. Tout à l'heure on parlait de la santé mentale, mais nous la dernière fois on a eu une demande sur du roman young adulte, mais pour des collégiens. Donc c'est pareil, il faut réfléchir à plein de choses, mais on a complété l'offre avec ça, quoi. Donc ça veut dire que la personne n'est pas forcément fermée à quelque chose qui ne correspond pas du tout, mais en tout cas on échange en librairie directement, quoi. C'est souvent les deux cas de figure les plus courants. Super intéressant. Très bien. Bah écoutez, je pense que sur ce point-là, on est pas mal. Ouais. Ah si, je pourrais compléter avec autre chose. Alors, ça nous est pas encore arrivé avec la librairie là tout de suite, mais il y a aussi un autre cas de figure qui est que nous, en tant que libraire, on va passer 1 heure ou 2 à la librairie. Au CDI. Ouais. Ça va arriver avec Chloé, mais là, on y va dans le cadre du club de lecture manga, mais ça c'est déjà arrivé réellement où, avec Japanim à l'époque, on allait échanger avec les élèves pendant 1 à 2 heures, on emmenait des mangas, on en discutait. La librairie est un peu hantée, donc il y a des bouquins qui tombent des fois. Excusez-nous. Donc je disais qu'il y a eu des fois où on est allé directement dans les CDI, échanger avec les élèves, à la rencontre des élèves, et donc après ils en discutent avec les profs doc, et puis on a une commande qui arrive derrière qui est tirée de ça. Et il m'est arrivé aussi une fois de participer avec un collège à établir un prix en fait manga, où on a fait une sélection de base qui ensuite a été proposée aux élèves, et puis ils ont continué les séries que les élèves avaient mis en avant. Bon, en l'occurrence, ils ont quasiment aimé toutes les séries, donc... Mais l'idée, c'est de proposer des séries qui sont un peu à part, quoi. Ouais, des choses un peu moins connues. C'est ça. Un peu moins... Si c'est pour proposer du random et du très connu, en fait, les profs doc, ils savent faire leur boulot et ils les ont repérés. Je pense que ce qu'ils cherchent c'est super avec bien, nous, mais c'est ça, de rentrer dans le détail. C'est des très bons bouquins, hein, c'est pas le souci, mais ce qu'on cherche dans l'échange, c'est d'avoir des plus petits titres moins connus sur lesquels les élèves vont pas forcément les trouver sur les tables de librairie, pour ceux qui vont en librairie, parce que c'est pas toujours une étape facile d'aller en librairie. Mais du coup, je suis trop intéressée pour parler de ce fameux prix. Parce que des fois, les prix un peu officiels... je reste dubitative sur justement la qualité parfois de ce qui est... C'est pas la qualité, hein, que je remets pas la qualité de l'écriture. Si c'est pertinent. La pertinence du conseil. C'est la pertinence pour les élèves. Oui, c'est ça, avoir... des fois, je me demande s'il n'y a pas des petites histoires d'éditeurs entre eux. Voilà. Oui, et puis avoir un prix adapté à l'établissement permet aussi d'adapter le prix et les ouvrages proposés aux élèves tout à fait. Oui, au lectorat, finalement. Il ne faut pas oublier que dans un collège, il y en a qui ont 11 ans et il y en a d'autres qui en ont 14-15. Donc en fait, l'écart est énorme. Et ce qu'on lit à 14-15 ans n'est pas du tout ce qu'on va proposer à 11 ans. Donc c'est pas la même maturité, c'est pas le même âge, en fait, tout simplement, quoi. Trop bien, super intéressant. Je pense que tout le monde a appris beaucoup de choses. Ok, bah, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ton métier, de ce que, évidemment, si à un moment ça nous revient, on pourra rebondir dessus et revenir dessus. Mais on t'a fait aussi venir parce qu'on a plusieurs sujets dont on veut parler, notamment un sujet qui nous revient très souvent en librairie et qui revient pas mal un peu partout dans le milieu du livre, le sujet du pass culture. Donc je voulais un peu parler déjà, faire le point sur comment ça fonctionne pour nous en tant que librairie, comment ça peut fonctionner pour toi en tant que collectivité, parce que
on le sait pas forcément, mais il y a aussi des subtilités et des choses à dire de ton côté. Et aussi parler un peu de cet a priori parfois que les gens ont sur l'utilisation du pass culture des jeunes et de ce qu'ils font de cet argent. Cet argent, alors ils en font bien ce qu'ils veulent, les gens. Bref, déjà, pour nous, de notre côté, en tant que librairie, le pass culture, comment ça marche et comment les gens peuvent venir. Mais le pass culture, à quoi ça sert? Alors, juste avant que Christine vous explique le pass culture, n'hésitez pas à aller voir sur TikTok la vidéo de Wesley qui présente extrêmement bien le pass culture. J'allais vraiment faire pour reprendre la vidéo de Wesley. Le pass culture, qu'est-ce que c'est? Un jour, cette vidéo atteindra les 30 000 vues, les amis. On n'est pas loin. Et c'est vraiment Acteur Studio. Je suis pas loin d'être une star des réseaux sociaux. Pas du tout, c'est une blague. Bref, j'ai assez divergé. Christine, je te laisse la parole. Et donc le pass culture, depuis quelques années, maintenant c'est un dispositif de l'État qui alloue une certaine somme d'argent aux jeunes, donc au début qui venaient d'avoir 18 ans, maintenant ça s'est étendu dans une moindre mesure aux plus jeunes, et donc je crois que ça commence à partir du collège, dans ces eaux-là, et donc c'est une somme allouée pour la culture, donc une certaine somme pour les livres, et une autre somme pour tout ce qui est sorties culturelles, événements, concerts, cinéma, instruments de musique. Et nous, pour la partie librairie, donc les jeunes qui disposent de leur pass culture créent un compte sur le site du pass culture et débloquent à ce moment-là, et à leurs 18 ans, leur enveloppe qu'ils peuvent venir joyeusement dépenser chez nous. N'hésitez pas. Et donc, globalement, sur le pass culture référencie déjà les librairies qui sont affiliées et également le stock de ces librairies et donc les livres qui sont disponibles sur le pass culture. Nous, on adore conseiller les jeunes, beaucoup, tout le monde. Les jeunes. Et donc, quelqu'un qui vient nous voir et qui nous demande des conseils pour le prendre avec le pass culture, sera avec plaisir qu'on le conseillera comme n'importe qui. J'ai un trou. Je ne sais plus ce que je voulais dire. En gros, vous venez à la librairie, voilà. Vous avez votre petite pass culture, vous trouvez les livres que vous rêviez d'acheter et si vous ne rêviez pas de les acheter, vous nous demandez de l'aide, on vous aide. Et on vous trouvera les livres que vous rêvez d'acheter. Voilà, que vous ne saviez pas que vous rêviez d'acheter. Et ensuite, vous le retrouvez sur le pass culture, vous le réservez, on bip tout ça en caisse, le livre, le code. Et puis, il nous faut une petite pièce d'identité, n'oubliez pas, c'est vraiment hyper obligatoire important. Et c'est hyper important. Ayez votre pièce d'identité avec vous. Légalement, on est obligé de vous la demander, on est obligé de l'avoir pour pouvoir vous donner vos livres. Et puis ensuite, on valide tout sur la caisse et vous repartez avec vos livres. Voilà. Heureux propriétaire de romans, mangas, BD... tout ce que vous voulez. Plein de choses. Vous pouvez faire des cadeaux avec, hein, on s'en fiche, nous. C'est ça, mais par contre, ça doit bien être vous qui venez dépenser l'argent de votre pass culture. Vous pouvez pas demander à votre frère ou à votre sœur de dépenser votre pass culture, même s'il a votre pièce d'identité. Ouais. Faut que ça soit vous avec votre pièce. C'est ça. Je suis tellement dégoûtée de pas avoir bénéficié du pass culture on en est de tant la même que année, jeune. Chloé. Non mais même... Donc c'est arrivé l'année d'après nous. Oui, je sais, mais tu vois, j'ai une petite sœur qui a eu le pass culture et tout. Oh, ça s'est mis en place, on a 3 ans d'écart, donc ça venait de se mettre en place. Et cette bécasse, elle se rend compte qu'elle a accès au pass culture 2 jours avant la fin. Oh. Et en fait, parce qu'en fait, il y a eu le Covid entre-temps, et en fait, pendant le Covid, je crois qu'il y a eu un décalage, vu que... les librairies n'étaient pas ouvertes et tout. Enfin bref, ils ont décalé et elle a toujours pensé que ben non, ça s'était arrêté pile à la date. Et vraiment, je crois que j'étais avec elle, elle me dit mais en fait, le pass culture, et là je fais quoi? On a perdu 300 €. Allez. Ouais. J'espère qu'elle a quand même passé 2 jours à aller dans des librairies à tout dépenser. Non mais même pas. Même pas. Ça c'est vraiment le pragmatisme, le défaitisme, tu sais, de non mais c'est pas grave. Si, c'est 300 € de livres en moins. C'est très très grave. Alors, petite info, une fois les livres réservés sur le pass culture, la réservation est valide plusieurs jours. Du coup, si ça arrive à la fin et que vous réservez avant la fin, c'est valide encore quelques jours après la date. C'est bon de le savoir. Voilà. Mais même le jour même, tant que vous avez encore de l'argent dans le panier, venez en librairie, dépensez. C'est clair. Juste profitez de cette chance. Genre, en vrai... Pour le coup, on est tous les deux plus ou moins des mêmes années et on a tous les deux pas eu le droit au pass culture de façon très tristoune. Et trop bien.
vous avez cette chance de pouvoir vous acheter des produits culturels avec des sous de l'État qui viennent pas de votre poche, mais c'est un régal en fait. En vrai, profitez-en, je veux dire, ça vous permet de vous acheter des choses que vous ne seriez peut-être pas offert autrement, que ce soit du manga, du roman, mais on va en discuter après, tout le monde n'achète pas du manga en fait. Enfin, tout le monde n'achète pas que en librairie non plus. Vous pouvez vous prendre des places de spectacle, des places de concert, de ciné, comme disait Christine, des instruments, enfin vraiment, mais profitez-en. Ouais, c'est une opportunité vraiment chouette de pouvoir aussi soit compléter des choses que vous aimez déjà bien, ou même de découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux univers. Mais on parlera de tout ça un peu dans un second temps. Moi, je voulais savoir comment ça marche de ton côté en termes de pass culture pour les collectivités, parce que je savais pas déjà que ça existait. Donc, comment ça marche et qu'est-ce que c'est exactement de ton côté ? Encore une mission de plus. Ça fait beaucoup de casquettes sur la tête, là, quand même. Ouais, beaucoup. De manière très générale, on peut dire que beaucoup de professeurs documentalistes sont aussi référentes culturelles de l'établissement. Bon, ça va de pair avec la mission ouverture culturelle dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, depuis peu, ça doit dater de 3 ans maximum, je pense. Les établissements ont ce qu'on appelle une part collective du pass culture. Et donc ça doit être, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est entre 20 et 30 euros par élève. Donc là, j'ai 1100 élèves et on a 30 000 euros de budget au début de l'année. 30 000 euros de budget pour financer des projets qui sont culturels. Enfin, le trait principal, c'est la culture. Ça peut être des visites d'exposition au champ libre. Ça peut être des interventions d'associations de théâtre sur plein de sujets différents, le harcèlement, la sexualité, vraiment. Ça peut aussi être... ça peut aussi être si vous aviez voulu vous faire intervenir pendant 2 heures pour... parler aux élèves de votre métier, de proposer une intervention autour du circuit du livre et aussi tout ce qui va, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que vous touchez sur une vente de livres et comment c'est... En fait, on pourrait vous financer avec ce pass culture collectif à partir du moment où les intervenants sont référencés sur une plateforme qui s'appelle Adage. Et en fait, c'est des gens qui font des propositions d'intervention. Et nous, on dit oui, d'accord. Et à partir du moment où on dit oui, d'accord, et vous nous faites une proposition et on la réserve, et vous êtes intégralement financé par ce pass culture. Okay. Et en fait, il y a peu de gens, comme c'est en train de se mettre en place et que ça fait que 3 ans, il y a des gens qui n'en ont pas encore conscience en fait dans le milieu de la culture. Et en fait, c'est tellement plus facile pour un établissement de financer des projets culturels de cette façon. Et voilà, après, ce serait intéressant aussi de voir ce que ça vaut du côté des intervenants. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Sanoé un peu. Ouais. Parce que ça m'intriguait, ça m'intéressait, et je pense que il y a quand même des couacs sur les financements, des financements qui peuvent arriver un peu tardivement par rapport à l'auteur ou l'autrice qui intervient. Je pense qu'il y a encore des couacs dans ce système-là. Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir des couacs au niveau de l'avance de frais, parce que je souvent pense. les auteurs et les autrices, s'ils doivent aller à l'autre bout de la France, ils ont des frais, que ce soit train, avion, hôtel... Et je pense que le remboursement, entre guillemets, n'arrive qu'une fois que l'intervention est faite. Ouais. Et du coup, ça peut freiner certains et certaines, et je le comprends totalement dans ces cas-là. Mais c'est extrêmement facile. Et là, en fait, on se rend compte que depuis le début de l'année, là, il nous reste encore 24 000 euros de budget. Et on est quasiment à la moitié de l'année. Et en fait, on n'arrivera pas à l'utiliser en totalité. Et du coup... c'est un peu dommage et en même temps tu te dis waouh, il y a de la marge quoi. Vraiment je pense qu'en fait ce qui est intéressant c'est que c'est un budget hors du budget classique de l'établissement et j'imagine qu'il n'y a pas les mêmes comptes à rendre en haut à la trésorerie puisque c'est de l'achat vraiment culturel via une plateforme mise en place par l'État. Donc en fait ça doit simplifier toute la partie administrative. Ok.
En fait, faut juste prouver que le projet est vraiment un projet culturel. Et vraiment, c'est les seuls comptes qu'on nous demande. Et voilà, à partir du moment où on peut le prouver, c'est trop chouette pour nous. On va aller s'inscrire. J'ai chuchoté, mais... Non, mais en vrai, ce serait cool. Ouais, de fou, c'est hyper intéressant. Ouais, j'avoue que je connaissais pas cette partie-là. Pas du tout non C'est pour plus. ça qu'on t'a invité d'ailleurs, parce Ouais, qu'il y a plein ouais. de trucs qu'on savait qu'on connaissait pas. Mais oui, c'est ça. Je savais que c'était un bon sujet. Mais oui. Super intéressant. C'est Voilà. vrai. Ok, trop bien. Comment ça marche. Trop bien. Plein de subtilités, plein de choses. Ouais. Mais globalement, pour revenir vite fait sur le pass culture plus... pas classique, mais individuel, on va dire, Mhm. que nous, on connaît. C'est vrai que nous, en librairie, on a pas mal de monde qui viennent pour du pass culture. Pas mal de monde qui viennent pour du young adulte, pour du manga, pour de la litté, enfin pour de tout ce qu'on a en vérité. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une image, alors qui s'est un peu résorbée, je pense, au fil des années, là maintenant. Je pense, j'espère. Je ne Peut-être. pense pas. Je On pense ne pense pas. qu'il y a encore cette D'accord. image que les jeunes qui utilisent leur passe culture ne l'utilisent que pour les mangas. Tu veux dire le passe manga? Le passe manga, bien sûr. C'est Et très déjà- agaçant. Déjà, rien que d'entendre ça, je trouve ça très Ah agaçant. oui, non, mais totalement. Mais je pense que déjà, il y a une erreur de la part des gens en général, c'est cette phrase de « les jeunes ne lisent plus ». Oui, de En fou. fait, je pense qu'il faut arrêter. Les jeunes, ils lisent. C'est juste qu'ils ne lisent pas ou ils ne lisent plus la littérature que ces gens en face ont envie qu'ils lisent. Et oui, il y a des classiques, et oui, c'est bien de les avoir lus, parce qu'en fait, ils sont hyper bien écrits, ils apportent beaucoup de choses. Mais là, on parle de culture avec un grand C, et en fait, la lecture, il faut que ça reste à un moment ou à un autre, un moment de détente. Et ce passe culture, il est fait pour qu'ils se fassent plaisir. Et en fait, déjà, je pense qu'il faut ôter cette idée que les jeunes ne lisent pas. Ils lisent, c'est juste ils lisent pas forcément les grands classiques. Oui. Et en même temps que je le dis, on peut déjà enlever ça. Ici, avec Christine, on vend de la litté traditionnelle, classique, Bien les sûr. grands classiques. Et en fait, on en passe plein avec le pass culture. Parce qu'au final, ils ont envie de les lire. Et je tiens à préciser que ce ne sont pas les achats pour l'école. pour l'école. Oui, C'est ça, vraiment d'autres, des achats, des choses qu'ils ont envie de découvrir parce qu'on leur en a parlé, parce que les parents aiment bien, parce que pour plein de raisons. Et à côté de ça, je pense que nous, les passes culture, il y en a peut-être que même pas un tiers qui passe dans le manga. Genre sinon, c'est vraiment young adulte et litté. Ouais, c'est Ou ça. romance, effectivement, ou polar, mais ils vont sur du roman et de la litté sans aucun problème, quoi. Oui, déjà, je pense qu'il faut, et tu l'as bien souligné tout à l'heure en parlant de tes élèves et du fait qu'ils ne se rendaient pas compte, finalement, qu'ils lisaient. Parce que il y a vraiment cette image formatée de... moi, par exemple, je passe mon temps à dire que je lis pas, alors qu'en vrai, je me rends compte que je lis pas plutôt pas tu mal, au final. Et Les moyennes de romans par mois sur un lecteur moyen, ça doit être 2 livres par mois, 2-3 livres. Et enfin... mais c'est vrai qu'on a tous cette image, en tout cas, pour moi, qui ai 25 ans maintenant, genre, j'ai vraiment grandi avec cette image formatée de... Enfin, genre, quand je lis des mangas, j'ai pas l'impression de lire, tu vois. Alors que si. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc qu'on nous a un peu inculqué de... Ah, lire, c'est Zola, c'est Hugo. Alors, c'est super, attention. J'adore Maupassant. J'aime pas Zola, j'adore Maupassant. Mais... J'ai du mal avec Zola aussi. Il y a trop. Il y a trop. C'est trop. Non, C'est non. trop triste. C'est trop. Ouais, c'est... Ouais, j'ai jamais lu un Maupassant à un Zola. Oh. Il y a des périodes et des moments pour chaque lecture. Je n'ai pas encore eu ma période Maupassant et Zola. Et tu es libraire, Christine. Et j'assume. C'est quoi ce cliché? Et j'assume tout à fait. Parce que il n'y a pas que les livres physiques aussi. Au final, tout ce qui est réseaux sociaux, on lit énormément. Que ce soit sur Instagram, on lit les bios Instagram, sur Twitter, je continuerai à dire Twitter. Sur Twitter, le feed, on ne fait pas juste défiler, on s'arrête, on lit les magazines. De fou. Je pense qu'on a une autre façon de consommer la lecture et l'information. Et effectivement, on lit plus comme la génération d'avant voudrait qu'on lise. Et c'est vraiment cette idée que les jeunes ne lisent plus. Mais toi, tu as des emprunts au CDI, vous avez des livres qui sortent. Donc c'est que y a quand même une volonté de lire. Et nous, on le voit bien sur notre public. Les lecteurs, ils sont là. Hein. Oui, c'est ça. Les gens lisent différemment. Et du coup, ça me fait penser qu'on a eu des retours. Là, il y a des études qui ont été faites récemment et ils sont en train de se rendre compte que le public de plus de 40 ans va moins en librairie.
Et c'est quand même assez drôle. Ah, tiens. En fait, le public de plus de 40 ans est celui qui a perdu cette habitude d'aller en librairie là, ces dernières années. Et au contraire, le public 20-30 ans est celui qui fréquente de plus en plus les librairies. Donc je pense qu'il faut sauter cette idée de la tête que les jeunes ne lisent que sur Internet, ne lisent que du scan. Donc pour ceux qui ne savent pas, le scan, c'est les mangas qui ont été scannés en page par page et que traduits en français. Donc c'est totalement illégal, mais ça existe. Non, ils ne lisent pas que du scan, ils font des achats et qu'en fait, la génération qui achète sur Internet est peut-être plus facilement celle qui a 40 ans, justement, que celle qui en a 25-30, quoi. Donc, je pense qu'il faut revoir un peu cette société et ces grandes phrases. Oui. Les gens ne lisent plus. Après, je pense que l'école a son rôle à jouer dans ça, parce que une des affres de la prépa, c'est que je suis arrivée en ayant une grande connaissance en littérature jeunesse, et je pense que je l'ai toujours, cette connaissance, hein. J'adore lire des romans jeunesse, j'en lis énormément. C'est un peu décrié, mais je pense que, désolée, mais on fait les meilleurs professeurs documentalistes en ayant cette connaissance-là, sachant que la littérature jeunesse, c'est tellement vaste que je comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui nous tapent sur les doigts. Et je suis arrivée en prépa et en fait, on m'a dit que ma culture était pas assez élitiste, en fait. On m'a dit que ma culture était pas... Parce que j'aimais bien la poésie de Prévert. Et Prévert n'est pas un poète pour eux. C'est très dommage parce que je pense qu'il apporte plein de clés pour comprendre le monde et voilà. C'est comme de dire que Brassens n'est pas un chanteur. Enfin, donc bref, ça peut énerver en fait sur ça. Et du coup, je l'ai vécu même dans mes études supérieures. Et en fait, je pense que j'ai eu un gros creux de lecture au moment de mes études parce que, mince, t'es dans les études supérieures. Moi, la littérature qui me plaît, c'est la littérature jeunesse. Mais je vais pas lire ça, quand même, je suis en études supérieures. Et du coup, j'ai arrêté et en fait, c'était trop dommage, juste parce que le regard des gens... Oui, alors que ça fait... Enfin, tu vois, je rejoins de fou ton ressenti. Enfin, moi, quand j'étais... Alors déjà, j'étais dans un lycée privé un peu grandiloquent, machin et tout, sur Vannes. Et j'étais helléniste et latiniste. Donc, selon mon prof de littérature, je faisais partie d'une espèce de double élite infernale de mecs qui faisaient des langues anciennes et tout machin. Mais pour le coup, moi, à l'époque, ce que je lisais le plus, c'était de la SF et de la fantasy. Mais même des auteurs qui sont... genre des auteurs ultra classiques. Enfin, je lisais du Bradbury, du Herbert avec Dune, Philippe Cadic, H.G. Wells, enfin, genre du Tolkien, enfin, des auteurs qui, aujourd'hui, font partie du paysage, genre... littéraires et surtout qui sont, je trouve... genre par exemple, là je vois un Becky Chambers devant moi qui est une autrice beaucoup plus actuelle et beaucoup plus récente, mais genre là je parle d'auteurs qui ont écrit des trucs il y a une centaine d'années. Oui, puis je trouve que pour le coup, c'est des auteurs qui sont pas toujours si accessibles que ça. C'est ça, on est quand même sur un niveau... Mais mon... qui est pas petit. À l'époque, l'un de mes auteurs préférés, c'était Isaac Asimov, tu vois, et genre j'adorais Fondation, et pour mon prof de litté, mais c'était une hérésie. Et un jour... dans une copie, j'ai parlé de Tolkien, et genre vraiment, je me suis pris juste une petite remarque au stylo rouge en dessous. Je suppose qu'aujourd'hui, on peut parler de littérature, mais bon, un petit peu limite, fais gaffe pour la prochaine fois. Genre, j'étais là en mode, c'est une folie, parce que j'avais conscience que ce que je lisais était pas non plus la fantasy et la SF la plus accessible, pour le coup, et la plus actuelle, et qu'on est quand même sur des auteurs de renommée et un peu installés, mais il y a quand même ce truc où, pour un prof... qui fait partie de l'élite parce que c'était aussi mon prof de latin, ça compte comme de la sous-culture, quoi. Et moi, je trouve que ça crée des blocages parce que tu parlais, du coup, ça t'a bloqué, Chloé. Et moi, je pense que l'année où j'ai le moins lu, c'est l'année de mon année d'études sur les métiers du livre et du patrimoine. Parce que quand je suis arrivée, j'expliquais que ce que je lisais beaucoup, c'était le manga et que je voulais en parler un peu plus. Alors attention, j'ai fait mon stage en plus dans une librairie spécialisée. C'est pareil. Et alors moi, en plus... C'était il y a 20 ans. Oui, donc... Moi, j'exagère, c'était il y a 18 ans. Et en fait, le manga, en plus, à l'époque, c'était vraiment genre violence, sexe, pas construit. Et en fait, t'es là, mais vous avez même pas conscience du nombre de sujets dont ça parle. En fait, ça parle de harcèlement, ça parle de valeurs, ça parle de valeurs d'amitié, ça parle de courage. Oui, bon, des fois, ça se trucide un peu, mais en même temps, tu lis un thriller, il y a des bras coupés, il y a des enfants qui se font kidnapper, bon...
Et je trouve que ça te crée des blocages, alors qu'en fait de base tu lis tout, mais t'as des favoris, t'as des thèmes que tu préfères, et on te dit ah non, ce que tu préfères c'est pas de la lecture, hein. Et du coup en fait tu te retrouves à avoir l'impression qu'on juge absolument tout, et du coup tu lis moins. Alors que si je trouve que c'est mieux maintenant, c'est qu'il y a ce côté où on dit aux gens bah lisez en fait, enfin peu importe ce que vous lisez, du moment où vous lisez c'est cool. Et je trouve que c'est à ce moment là où les gens vont se dire ah bah je vais tester autre chose. Et voilà. Et je me permets, et alors évidemment on est dans un podcast de librairie, donc voilà, et pareil, si vous lisez pas, c'est pas grave. Oui, non clairement c'est pas grave. Évidemment, je me permets de le dire parce que je sais qu'autour de moi il y a des gens qui ne lisent pas. Mais en fait, ce qui est très chouette avec le mot lecture, c'est que déjà il y a plein de sens à lui donner. Donc oui, lecture c'est lire un livre, mais en fait quand on va parler de lecture du monde, genre juste voir un film et être capable de dire, de parler de son ressenti par rapport au film, de dire à quel fait de société ça fait référence. Enfin, pour moi c'est juste aussi une lecture en fait du monde qui nous entoure. Et oui, effectivement, c'est pas grave si on passe pas par la lecture livre, à partir du moment où on a notre esprit... Enfin, pour moi, la littérature, c'est son principal... c'est la principale joie, la littérature, c'est ça nous donne plein de visions du monde, et ensuite on les confronte à notre réalité, et ça nous permet de mieux la comprendre, et parfois de s'identifier à des personnages et de dire aussi mais pourquoi je le vis, enfin, par exemple tout ce qui est enclenché au niveau de l'écologie, et de se dire tiens, il y a des personnages dans les livres aussi, ils le vivent aussi mal que moi, et parce qu'en fait ils sont angoissés, parce qu'en fait ils ont peur de l'inconnu et tout, mais moi c'est pareil. C'est arriver à mettre des mots aussi sur nos angoisses, mais aussi sur nos joies aussi. Pourquoi je suis... Vraiment, pour moi, la littérature, c'est pouvoir ensuite décrypter et comprendre le monde. Complètement. Et je me permets, je reviens sur le blocage de lecture. Ça fait aussi ce jugement des goûts des gens et des lectures des gens, ça peut aussi pousser à juger la personne totalement en fait. J'ai eu le cas quand j'ai postulé à l'école de la librairie, juste en disant ce que je lisais, donc à l'époque du manga, de la fantasy, du fantastique, je me suis pris la réflexion de je ne pense que tu n'es pas mature pour le monde du travail. Pardon. Alors que j'avais 23 ans, que je travaillais depuis mes 16 ans, que j'ai fait différents types d'entreprises, que ce soit du taf de l'usine, du commerce, de la restauration, mais pour cette personne, je n'étais pas mature pour aller en entreprise au vu de mes lectures. Et du coup, ça met un sentiment tellement d'insécurité et de dévalorisation en mode... je lis et tout. C'est très honnêtement, si on est transparente, quand on a monté le projet de la librairie, on ne citera personne, mais on a eu des remarques sur le fait que, comme notre fond était manga et young adulte, peut-être qu'on n'était pas les personnes les plus à même d'ouvrir une librairie. C'est hyper dévalorisant d'être en rendez-vous et de s'entendre dire non, on ne peut pas dire que vous allez mettre des trucs que vous aimez, il faut plus de valeur, faites du féminisme et de l'écologie. En fait, oui, il faut des librairies féministes, il faut des librairies écologistes, c'est hyper important. Mais quand c'est pas ce qu'on maîtrise le mieux, même si on est pour, même moi j'estime que en tant que féministe, je suis toujours en apprentissage et en développement. Donc je ne peux pas me permettre de dire je suis féministe à 100%, j'essaye de l'être. Mais du coup, c'est pas ce que j'avais envie de défendre et c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Et Christine non plus. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était proposer du manga et du young adulte et montrer aux gens que c'est de la littérature et qu'en fait, on apprend tellement de choses avec. Enfin, si on prend en manga Hirayasumi ou Naviliera, ou je parlais de Belle Métamorphose dans l'épisode d'avant, même si on parle d'Orange, ça parle de la jeunesse. Si on parle de Sound of Life, c'est un manga de club un peu de sport, de musique, et en fait, ça parle de la vie même dans des trucs plus fantasques, tu vois, genre on parle de Beastars que je t'ai conseillé et tout, genre ça parle de tellement de thèmes sociétaux, il y a plein de choses hyper intéressantes. Tu peux parler du féminisme, de colonisation, on parlait de Hope dans l'épisode précédent, c'est purement de la SF qui porte des messages hyper importants sur l'écologie, sur le féminisme, sur le rapport à l'autre. Et sur des nouvelles sociétés. Clairement. Sur des nouveaux modèles de société. Et personnellement, en science-fiction, je suis pas capable de tout lire. Je n'ai pas la connaissance suffisante pour lire certains livres de science-fiction. Parce que pour l'instant ça ne résonne pas, ou que je trouve que l'écriture est pas forcément toujours accessible, et voilà. Mais c'est hyper important. Moi, ce que je trouve très chouette, je vous l'ai jamais caché, mais en fait
j'étais un peu peste. Ma sœur a toujours lu du manga, moi pas, et je pense qu'il y a certainement une époque où je l'ai un peu jugée pour ça, parce que en fait je ne comprenais pas pourquoi tant d'engouement de la part de ma sœur, mais je la voyais s'enfiler des scans sans trop comprendre ce qu'elle lisait, et du coup pareil, donc comme c'est de l'inconnu, t'as tendance à juger. Et puis, ça n'a jamais empêché ma sœur d'arrêter de lire et tout, et je la voyais s'empiffrer des tonnes de mangas, et je savais pas comment... Entrer dedans, peut-être. Exactement. Et partager un truc avec elle, enfin... Je partage beaucoup de trucs avec ma sœur, mais ça, j'arrivais pas. Du coup, je suis venue à la librairie la première fois, et en fait, le fait qu'il y ait littérature générale et manga fait qu'en fait, ça fait moins peur. Vous avez toujours le mot doux de venir si vous avez besoin qu'on vous conseille, on est là et tout. Et en fait, bah oui, je me suis retrouvée devant la grande étagère de manga en mode mais par où je vais commencer et tout. En plus, la première personne à m'avoir conseillé, c'est Wesley, parce que je venais pour ma frangine. C'est ce qu'on disait avec Julie, t'as l'air de me conseiller à chaque fois des très très longues séries. Mais en plus, c'est tout ce que je n'aime pas. Je lis majoritairement des trucs en fini en 10, c'était... Mais du coup, j'ai découvert, je pense que c'est ici que j'ai commencé la série des Carnets de l'apothicaire. Ça restera la meilleure série du monde pour moi. Et en fait, j'ai commencé par là, et ensuite je revenais pour d'autres conseils, quelque chose qui se rapproche des Carnets de l'apothicaire, mais en même temps, voilà. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte, quand on est bien accompagné, du coup, et je l'ai été avec vous, que c'est comme pour la littérature générale, il y a plein de mangas différents qui abordent des thèmes différents. Il faut juste être accompagné pour trouver ceux qu'on préférera et qui vont nous toucher. Et donc voilà, moi je pense que si j'étais pas tombée sur une librairie comme la vôtre, je n'aurais pas commencé le manga. Mais peut-être parce que nous, si on nous dit j'aime pas le manga, je veux pas en lire, on va pas se crisper. On va juste sourire et dire ok. Par contre, le jour où vous avez envie d'en lire, venez nous voir. Ou en tout cas, allez voir des gens qui connaissent. Ouais, et puis mais pour tout, en fait. C'est notre... en tant que libraire, toutes les deux, je m'inclus dedans, mais en tant que librairie en tout cas, c'est aussi notre métier d'attiser la curiosité des lecteurs, d'attiser l'intérêt et d'être à votre écoute tout le temps pour conseiller les meilleures choses. Même en étant déjà dans un sujet, moi je lis du manga depuis des années, tu m'as fait découvrir Orange, qui m'a lancé un peu dans ce style de manga romance, un peu dans le shoujo et tout. Il y a Benjamin, je me permets une petite nomination, et Florian, qui tous les deux m'ont conseillé plein de choses, et grâce à qui aussi j'ai développé un peu mon pool de choses que j'aime. Mais globalement, je pense que ce qu'il faut retenir de cette section-là, c'est peu importe ce que vous lisez, peu importe ce que vous consommez en culture, de toute façon en général, soyez fiers de ce que vous consommez, de ce que vous aimez. N'écoutez pas si on vous dit que c'est de la sous-littérature, de la sous-culture. Je lis de la fanfiction. C'est vraiment, ça. Je lis de la fanfiction tous les jours. Ici, ça joue aux jeux vidéo du matin au soir, et c'est pas vraiment de la culture, c'est pas vraiment de l'art, mais c'est pas grave. Soyez fiers de ce que vous aimez, et restez aussi curieux et curieuses d'autres œuvres et d'autres objets culturels. Mais c'est grave de l'art, les jeux vidéo. Mais bien sûr, mais c'est un autre débat. Oui, ok, ouais. Mais je suis bien d'accord. Tu le dis. Mais non, on est tous d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Deuxième degré, du coup. Attention. Premier degré. Pour moi, le jeu vidéo est l'art le plus total. Alors, on est tous fans de jeux vidéo ici. Il y en a une qui n'ouvre plus sa console parce qu'elle est accro à Tetris. C'est ça. Mais globalement, soyez juste toutes et toutes, fiers de ce que vous lisez, ce que vous consommez, de ce que vous aimez. C'est aussi ce qui forge votre personne, en vérité, et c'est hyper important d'assumer ses goûts et de ne pas se laisser faire par les autres. Yes. À l'instant, on était en train de parler globalement d'attiser sa curiosité sur tous les sujets culturels, mais aussi sur la littérature. Nous, on le voit en librairie, on a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui viennent nous voir pour nous demander conseil, toi aussi forcément avec tes élèves. Et c'est parfois une posture un peu compliquée, c'est une posture un peu particulière. Nous, comment déjà en librairie, nous on aborde ça ? Alors quand on nous demande des conseils, ce qui est le plus facile, c'est qu'on peut directement orienter les livres qu'on va proposer à l'âge de la personne et aux choses qu'elle a déjà lues, parce qu'on peut avoir une personne très jeune devant nous
si elle a déjà lu des choses, si elle a déjà lu des choses qui sont pas forcément de son âge, mais qui l'ont fait gagner en maturité, ben on peut aller sur des sujets peut-être un petit peu plus larges. Et à contrario, des personnes qui n'ont pas forcément lu de choses ou sont pas forcément curieuses de certaines thématiques et sont au contraire très pas renfermées, mais moins ouvertes ou moins ouvertes sur la chose, ben on va pouvoir adapter l'offre. Ouais. D'un autre côté, en librairie, ce qui est plus dur, c'est quand on a une personne qui veut acheter un livre qui n'est pas forcément adapté à son âge, mais qui a cette idée en tête, qui n'en démord pas, qui a les parents derrière. On a beau les prévenir de « je suis pas sûre que ce soit très adapté, des têtes qui volent, on ne sait pas ». Là, il y a aussi l'aspect commercial de est-ce que tu vas laisser la personne dépenser son argent chez toi malgré le fait que tu as fait toutes les mises en garde et là c'est plus ton ressort. Et c'est plus de ton fait. Ou alors est-ce que tu vas refuser la vente? Là c'est chacun voit. Midi, tu me dis ce que tu en penses. Mais non, je suis d'accord. C'est très compliqué et en même temps il y a ce qu'on estime nous en tant que personne et libraire sur le fait que le contenu est pas forcément adapté ou en tout cas peut être impactant pour la personne en face, et en même temps il y a des choses que nous on a lues à un certain âge qui n'étaient pas du tout adaptées à notre âge et ça nous a pas traumatisé pour la suite. Donc c'est vraiment la sensibilité de chacun, et à contrario si on prend Prince Captif qui est une trilogie très connue à l'heure actuelle, moi j'ai mis vraiment un papier avec marqué pour public averti dessus. J'ai des adultes qui l'ont pris, que j'ai reprévenu en disant attention, il y a des scènes un peu compliquées au début. Et j'ai eu les deux facteurs. J'ai eu certains qui m'ont dit ça va, j'ai lu pire, et qui m'ont envoyé bouler, et d'autres qui par la suite me l'ont ramené et m'ont dit en fait je le ramène parce que c'était trop dur, mais vous m'aviez prévenu donc il n'y a pas de souci. Donc c'est une position qui est très délicate et je pense que c'est à chaque libraire en fonction de chaque personne de s'adapter. Mais pour les enfants c'est très compliqué parce qu'il y a toujours les parents qui sont derrière, ce qui est normal, et puis il y a les parents qui vont surveiller la lecture et qui du coup vont être très attentifs, vont lire les livres avant, et puis il y a ceux qui laissent plus de liberté, on va dire, à leurs enfants, et là, c'est très compliqué. Vraiment, parfois, je trouve que chaque cas est différent. Et puis même sans parler de thématiques dures, par exemple, chez le sensible, il y a aussi parfois le côté ce que les parents aimeraient que leurs enfants lisent, et ce que les enfants, eux, veulent lire. Le typique, il faut que mon enfant lise, il ne lit pas, qu'est-ce que vous me conseillez? On part sur de la jeunesse, et là on nous dit, bah non, mais vous auriez pas... Voyage au centre de la Terre ou le tour du monde en 80 jours, et du coup en général je réagis un peu comme toi Chloé, je souris en disant vous savez s'il ne lit pas en ce moment ou elle ne lit pas en ce moment, je partirais pas forcément sur quelque chose comme ça parce que c'est pas ça qu'ils ont envie à l'heure actuelle. Donc nous on essaye de se réorienter en demandant à quoi ils jouent, s'ils jouent à des jeux vidéo, s'ils regardent des dessins animés, des films, s'ils ont une passion, un sport ou autre, et on essaye de trouver une lecture adaptée, en tout cas en première lecture, et d'essayer de discuter au maximum avec les parents, mais ça c'est pas toujours aussi. C'est un vaste sujet. Moi, j'avoue que j'ai pas les parents sur le dos. Ça aide. En tout cas, je les ai pas tout de suite. Quand je conseille, je suis face à l'élève et en fait, globalement, j'ai plus affaire à des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Donc c'est plutôt la question de est-ce que vous avez ça dans votre fond? Donc je fais une recherche, si on l'a, bingo, et si on l'a pas, à moi de faire le travail d'orienter vers un autre livre. Mais en fait, les lecteurs dans les établissements scolaires, ils ont des goûts très affirmés. Et au lycée, c'est un peu où vraiment les goûts s'affirment et ils savent ce qu'ils aiment et ils savent ce qu'ils aiment pas, quoi. Et en fait, mon job, c'est de les ouvrir plus qu'autre chose sur plein de choses, et du coup je saisis à la volée en fait ce que tu peux envoyer comme conseil. C'est ça, des petites thématiques. On va parler, je sais plus, ma dernière reco, c'était un jeune qui me disait que lui ça l'intriguait beaucoup, la mort, tout ça, enfin voilà. Et il y a un livre c'est celle qui a écrit Demain et Demain. Ah oui, c'est pas Gabrielle. Ça s'appelle Une vie ailleurs ou quelque chose comme ça. Ouais, et du coup je me dis mais bingo, en fait peut-être que ça peut l'intéresser, cette histoire d'une fille qui se retrouve justement, qui a un accident, qui meurt, et qu'est-ce qu'il y a après, c'est toute la question. Et en fait il était trop content que je puisse lui proposer ça. Donc en vrai c'est vraiment des thématiques à la volée, je me base beaucoup sur les thématiques. Et bon, après, j'ai aussi les fameux... mais du coup, vous n'avez pas de dark romance? Non. Est-ce que tu sais ce que c'est que la dark romance? Et est-ce que tu peux me dire pourquoi tu aimes ça? Et est-ce que t'en lis? Et voilà.
parce que j'essaye d'expliquer que c'est peut-être pas une représentation très saine de ce que devraient être les rapports femmes-hommes. Et voilà. Et du coup, ça donne lieu à débat et c'est chouette. Mais du coup, je me positionne comme ça par rapport aux élèves. Trop bien, super intéressant. Est-ce que justement, même si là on n'a personne devant nous, est-ce qu'il y a un truc que vous pourriez recommander à une cible justement de jeunes, on va dire, dans les 13-14 ans, dans ces eaux-là? Qu'est-ce que là, comme ça, vous recommanderiez à quelqu'un dans ces âges-là? De 13-14 ans? Ouais. Bah, il est pas sur la table, mais honnêtement, mon coup de cœur, c'est les Mémoires de la forêt. On l'a présenté au podcast Juste avant. Ou, tu peux le représenter. Enfin, les Mémoires de la forêt ou d'autres thématiques, ou Jefferson. Ah oui. Okay. Qui aborde des thématiques hyper chouettes auxquelles tu t'attends pas quand tu commences le livre et tu te dis mais où est-ce qu'il nous emmène? Surtout que la particularité des Mémoires de la forêt et de Jefferson, c'est que les personnages sont sous forme animale, donc ça permet d'introduire des thématiques qui sont plus ou moins dures, parce que Jefferson, il y a un meurtre au début et Jefferson est accusé du meurtre. C'est exactement et il doit s'enfuir pour pouvoir prouver qu'il n'est pas le coupable. Et Mémoires de la forêt, on en a parlé dans le précédent, ça va parler notamment de Alzheimer. Et en fait, cette représentation animale permet de temporiser un peu le sujet qui peut être dur. Oui, et je suis complètement d'accord. C'est vraiment des livres qui sont chouettes. Ouais. Ça, c'est pour les 13-14 ans, donc plutôt un niveau collège. Ouais. Moi, je pourrais parler de mon dernier coup de cœur qui est Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou. Il est chez Gallimard Jeunesse. Et celui-là, il m'a été recommandé par une amie libraire et une amie illustratrice qui m'ont toutes les deux envoyé un message en me disant qu'il était trop bien. Et je confirme, en fait, on suit l'histoire d'une famille sur plus de 100 ans. Ça démarre avant la Première Guerre mondiale et ça finit à notre époque. Et on suit 4 générations de la même famille qui se retrouvent... comme c'est des hommes, touchés notamment par la guerre, parce que c'est eux qui doivent partir au front. Donc on voit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'Algérie, et c'est à quel point notre société, dans la façon dont elle est conduite, la façon dont elle est traitée depuis des années avec ce côté militaire, fait que ça détruit des vies. On n'en a pas conscience, mais en fait ça détruit des vies, et ça continuera à en détruire tant qu'il y en a. Pardon, c'était l'instant politique. Et à quel point... un homme qui part à la guerre peut détruire toute une famille derrière, parce que quand ils en reviennent, ils ont vécu des choses qu'on n'imaginera jamais. Et ce bouquin, je l'ai adoré, je l'ai détesté parce que c'était triste et en même temps c'était trop bien. L'écriture est vraiment hyper accessible pour les ados, je trouve. Après, il faut que le thème les intéresse, mais en tout cas, tous les personnages étaient vraiment très très bien et je l'ai dévoré. Ok, Christine n'a rien. Si, non, mais... ça passe pas. Bah, je pense. Après, je... C'était ton conseil d'abord, vas-y. Oui, je préfère. Je pensais à ça aussi. Après, moi, je suis nulle pour juger les âges. Ouais, surtout compliqué. 13-14, c'est un peu dur. Je l'aurais dit à partir de 15. Mais techniquement, il n'y a pas de choses qui choquent. Et au contraire, on aborde des sujets très chouettes, tels que l'amitié. Garçon-fille, parce qu'on suit un duo qui pourrait partir sur de la romance, alors qu'en fait ils sont juste amis, et ça c'est très chouette. Cool. On voit aussi l'acceptation familiale avec un personnage qui change de sexe et qui est totalement rejeté par sa famille, donc ça aussi, voilà, qui est très chouette abordé, et tout ça dans de la fantaisie où on est pour parler de l'histoire basique, enfin l'histoire de base. On suit du coup Sage, qui est un jeune garçon qui est pourchassé depuis son plus jeune âge pour son type de magie particulière, et il se retrouve à avoir une proposition d'une université qui lui dit viens chez nous, pendant 1 an tu seras à l'abri. Et là on commence son année d'université avec lui, où il arrive dans une université qui nous donne une ambiance grosse pierre, plantes grimpantes et vitraux un peu partout. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. Et on va voir du coup comment est-ce qu'il va réussir à avoir une année à peu près normale, essayer de se faire des amis et voir qu'est-ce qui a été sa vie jusqu'à présent, entre tous les chasseurs de primes qui sont à ses trousses, vivre dans le secret et ne pas avoir d'attache et de lien parce que ça mettait d'autres personnes en danger. Donc une superbe duologie qui est trop bien et
et sensible et qui ouvre des sujets peu courants. Clairement. Cool. Trop bien Mystic Flute. Ouais. Ça donne envie. C'est trop bien. De mon côté, j'ai aucune idée, sachez-le. Parce que, comme disait Julie tout à l'heure, 13-14 ans, dur. Enfin, comme disait Christine, pardon, dur. Et moi, à 13-14 ans, je lisais des trucs qui étaient peut-être pas trop de mon âge, je pense. Puis j'ai pas envie de vous reparler une fois de Percy Jackson encore. 2 épisodes de suite, ça ferait beaucoup. Non, mais en manga, il y a peut-être... déjà, il y a les mangas de Nicolas David qui sont vraiment cool. Ouais, clairement. Mechas, Droners, ils sont vraiment bien à lire à cet âge-là. Après, vous avez des grands classiques, mine de rien. My Hero, ça passe. Ouais, bien sûr. Même au lycée. Hein, même au lycée, ça marche My Hero, c'est toujours. trop bien. Drifting Dragons aussi est vraiment cool. J'ai pas lu. Qui parle de tueurs de dragons, mais qui est vraiment très très bien. Si, j'aurais un truc à conseiller qu'on n'a pas à la librairie, mais je me permets, je suis Il désolé. nous fait tout le temps ça. Tout le temps. Mais Blue Period, trop bien Blue Period. Blue Period, il va bientôt arriver à la librairie. Bah voilà, Blue Period qu'on a à la librairie, qui est un manga sur la peinture. Notamment, c'est un jeune lycéen qui découvre sa passion pour l'art et la peinture. C'est hyper intéressant, il y a vraiment cette thématique de se découvrir, de découvrir ce qu'on aime, qui on est, par le biais de nos passions notamment. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, le trait est vraiment fin et arrive étrangement à nous faire ressentir l'intensité du jeune garçon quand il peint et de ses camarades. Globalement, ça parle d'amitié, ça parle d'acceptation. Pareil, il y a un personnage non-genré dans l'histoire et c'est hyper intéressant. Enfin, globalement, c'est un manga à mettre vraiment dans toutes les mains et qui aborde plein de thématiques variées sans être dur dans son propos. Et c'est vraiment hyper intéressant. Mais super, on est bien, on a des petites recommandations, tout le monde au final. Au final, on arrive tous à trouver quelque chose. On va, avant de conclure tout ça, je vais vous demander un peu qu'est-ce que vous lisez, vous, en ce moment. C'est quoi vos lectures? Qu'est-ce que tu lis, Christine? En ce moment, je suis sur le premier tome d'une saga. Je pensais que c'était une trilogie, je me suis fait vertement avoir, comme d'habitude. Et donc, c'est le premier tome de Tarot, donc Le Dernier Soleil de K.D. Edwards. Là, on est sur de la fantasy plus adulte, je pense, ou fin d'ado, début adulte. Où on découvre qu'en fait l'Atlantide existe, que c'est des manieurs de pouvoir, qu'ils ont des grandes familles dirigeantes qui sont représentées par les arcanes du tarot. L'humanité a découvert leur existence, une grande guerre s'en est suivie, et là la paix revient tranquillement, mais les Atlantes ont totalement changé leur façon de vivre. Et on suit du coup Rune Soleil, qui est l'héritier du trône de Soleil. Sa famille s'est fait décimer et il essaye de survivre tant bien que mal dans ce jeu politique. Super bien. Voilà. Trop bien. Chloé, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Plein de choses. Merci Chloé. Voilà. Eh ben, c'était la participation de Chloé, en tout cas. Non, je suis sur 2 lectures en ce moment. Parce que j'ai commencé le livre de Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent. C'est ultra triste et j'ai un peu de mal avec les choses très tristes. Du coup, je me tape des barres avec Lou Luby à côté et ils meurent tous à la fin. Voilà, qui raconte un peu comment les contes sont nés, et peut-être que les contes qu'on voit dans Disney ne sont pas les contes initiaux, enfin à la base de la base. Donc voilà, mais Baptiste Beaulieu, je pensais que ce serait une sorte de Martin Winkler que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait justement basculer en littérature générale quand j'étais jeune. J'aime beaucoup, et en fait je pense que ça soulève en moi beaucoup de questions, et du coup j'ai besoin de le lire petit à petit. Oui, prendre son temps parfois. Non. Voilà, donc, mais j'adore ma lecture, mais il me faut un coup de boost à côté pour pouvoir traverser ce genre de lecture. Voilà. Et moi, je viens de finir Un hiver pour te résister, de Morgane Moncomble en romance contemporaine. C'est le 2e roman, et du coup, c'est l'histoire de 4 copines. En fait, on suit 4 histoires d'amour de 4 copines, et sur le 2e, c'est l'histoire de Elisabeth, qui est patineuse artistique, et
patineuse artistique et qui rêve d'avoir une médaille d'or. Et en fait, elle perd son partenaire de couple et elle se retrouve à patiner avec son idole de toujours qui est très très bon mais qui avait disparu depuis 3 ans. Et en fait, il s'avère qu'il est persuadé d'être maudit et que tous les partenaires qu'il a eu ont eu des problèmes. Et donc, il veut plus patiner, sauf qu'il n'a pas le choix. Son coach lui explique qu'il va falloir patiner avec Elisabeth ou pas du tout. Et on les suit se rencontrer, apprendre à se connaître. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un petit twist au tiers du livre qui fait que je pensais que ce serait du traditionnel. Ils veulent pas patiner ensemble. Et puis finalement, ça se passe bien, ils tombent amoureux. Et en fait, il y a des trucs qui se rajoutent derrière qui sont hyper intéressants. Des questions de handicap, de changement physique et autres. Et donc voilà, je l'ai dévoré ce week-end. Et j'en parle en 2 lignes parce que je l'ai démarré ce matin, mais j'ai attaqué Une vie comme les autres. Je pense que quand vous écouterez ce podcast, je l'aurai fini. Mais il fait 800 pages. Et j'en ai beaucoup entendu parler. Les gens qui en ont parlé, je n'ai pas écouté ce qu'ils ont dit. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont fini en pleurs. Donc je serais peut-être défigurée un matin, je ne connais pas pourquoi. Et d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire de 4 jeunes qui ont entre 25 et 30 ans et qui vivent à New York. Et qui ont 4 personnalités totalement différentes. Et on va les suivre dans leur vie de tous les jours. Et je pense, j'en suis sûre, que ça va être tragique et que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais on me l'a trop conseillé pour que je le lise pas. Et de mon côté, je lis un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, conseil de Christine, encore une fois, où on suit dans un monde où les humains sont d'une certaine façon revenus à un mode de vie plus simple après une vie pleine de robotique et une vie assistée. Un moine athée qui va tomber en pleine forêt sur un robot, alors que ça fait des années et des dizaines d'années qu'on ne les a pas vus et que presque ils sont devenus comme des mythes. Et on va vivre leur rencontre, leurs 2 points de vue, c'est hyper intéressant, ça nous apprend plein de choses sur l'humanité, c'est une duologie pour l'instant, je crois que c'est que censé être une duologie, si je dis pas de bêtises, c'est vachement bien, Becky Chambers, c'est trop bien. Globalement voilà, j'espère que vous avez... Quoi ? Je sais pas, bref. Non, j'ai un doute sur la duologie, mais... Moi, je pense que c'est une duologie. Bah, normalement, il n'y a que 2 tomes sortis, et j'ai regardé aux États-Unis, il n'y a que 2 tomes sortis, donc s'il vous plaît, faites en sorte que ce soit une duologie. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci à Chloé d'être... Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, @librairie-nilme, Nilme, sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok et Facebook notamment. Voilà, on se revoit le mois prochain pour un nouvel épisode, et au 47 boulevard de la Liberté, si vous voulez venir nous voir. À très bientôt, salut. Bye. Bye. Super. Let's go. Eh ben, c'était cool.